le futur entrepreneur africain. Vous écoutez le podcast de Landry. Afropreneur, ici Landry Cyril du podcast Le futur entrepreneur africain, podcast dédié à l'entrepreneuriat en Afrique. J'effectue des interviews avec des personnes ayant connu des parcours exceptionnels dans le monde entier pour étudier leurs échecs, leurs succès, et je te donne aussi des idées de business en ligne et te motive au quotidien. Bienvenue sur le podcast par excellence des afropreneurs du monde entier, le futur entrepreneur africain. Chaque semaine, je publie des émissions autour de l'entrepreneuriat dans le but de te donner de l'inspiration et du courage pour réveiller ton potentiel et passer à l'action. Alors, si tu es à la recherche de la motivation, si tu es à la recherche d'une idée de business en ligne, si tu es à la recherche de la liberté financière, ce podcast est pour toi. Alors, abonne-toi et partage cette chaîne pour ne rater aucun épisode autour de l'entrepreneuriat en Afrique. Afropreneur, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une excellente semaine. C'est un plaisir pour moi de t'avoir dans cet nouvel épisode de podcast. Comme d'habitude, tu le sais, chaque samedi à partir de 8h, un nouvel épisode autour de l'entrepreneuriat où j'invite des amis, où j'invite des entrepreneurs à travers le monde entier pour venir effectivement partager avec toi, avec nous, sur leur parcours, mais à côté de cela, sur leur expérience entrepreneuriale et aussi de parler en fait de leur activité, de leur entreprise pour pouvoir t'aider si tu en as besoin effectivement des ressources pour être équipé et de pouvoir effectivement te lancer dans le projet que tu as à cœur. Et j'espère que ce n'est que comme ça que si effectivement j'aimerais faire de cette radio effectivement une sorte d'archive ou encore une sorte de bibliothèque média avec laquelle effectivement cela pourra t'enrichir et t'aider effectivement à aller à un autre niveau avec tes idées, avec tes projets, à te pousser aussi à passer à l'action. Et comme d'habitude, je les invite chaque semaine. Et la semaine passée, par exemple, comme tu le sais, j'avais effectivement Valet Chapda de l'application Onjos. Et j'aimerais prendre le temps vraiment de me rassurer que tu as écouté cette émission et que tu as déjà téléchargé l'application aussi, que tu pourras trouver pour le moment seulement sur le Play Store. Ils sont en train de développer aussi cela pour le iOS. Donc, restez connectés. Ils ont ouvert aussi une cagnotte pour pouvoir effectivement nécessiter peut-être que ce soit de toi ou bien de n'importe qui, de l'aide pour pouvoir accélérer cela, recruter des développeurs pour accélérer le processus parce que tout le monde demande actuellement la version iOS en fait. Donc, soyez patients les amis et n'hésitez pas. Si tu as, je sais pas trop, si tu es sur le Play Store, tu as un Android, tu as la possibilité déjà d'avoir cette application. Je l'ai essayé et j'ai été vraiment marqué effectivement par la force de frappe, comme j'aime souvent bien le dire, de cette application. Et je t'encourage simplement à aller jeter un coup d'œil, mais aussi à côté de cela, à inviter tes amis. Tu as la possibilité d'avoir des groupes jusqu'à 500 personnes. Tu as la possibilité de faire quoi encore? Tu as la possibilité dans les groupes de pouvoir créer des groupes de discussion aussi, où tu peux décider de ne pas faire en sorte qu'on connaisse en fait ton numéro. Moi, je trouvais ça très bien pour ceux qui veulent rester discrets. Et le seul peut-être truc que je n'ai pas vu, c'est les trucs comme sur Telegram, par exemple, tout ce qui est canal. Ce que moi j'aime beaucoup sur Telegram, c'est la possibilité d'ouvrir un canal un peu qui est comme une sorte de télévision où tu peux toi-même décider si tu veux créer un groupe de discussion ou pas. En fait, j'ai aimé beaucoup l'application, en tout cas par rapport à WhatsApp. Moi, je trouve qu'ils ont fait quelque chose de magique, en fait. Et je t'encourage simplement à aller jeter un coup d'œil. Alors, aujourd'hui, j'ai un nouvel invité aussi dans ce nouvel épisode, bien sûr, qui nous vient aussi. Il est originaire du Cameroun et il vit en France. Tout le monde va me dire, mais toi, tu n'as que des gens de la France. Les amis, je vous ai dit, et je vais toujours le redire, je suis ouvert à toutes les nationalités, je suis ouvert à toutes les cultures. Dans le milieu afro, bien sûr, en Afrique. Donc, si tu veux échanger avec moi, tu as démarré une entreprise, tu veux échanger avec moi, tu veux, c'est pas trop gagner en visibilité, alors n'hésite pas, parce que l'idée, c'est de pouvoir t'aider à gagner en visibilité, mais c'est aussi de pouvoir apprendre de toi. C'est aussi de pouvoir effectivement discuter avec toi pour que ceux qui nous suivent puissent apprendre de toi et que cela puisse leur apporter aussi dans leur parcours en tant qu'entrepreneur. Et je trouve que cela sera cool, quoi. Donc,
peu importe ton domaine, peu importe d'où tu viens en Afrique, si tu as une entreprise, tu as un projet, n'hésite pas à me contacter, ça me fera toujours un plaisir. J'ai eu le cas, par exemple, de Vanessa, qui a démarré sa chaîne YouTube et qui est analyste financière. C'est elle qui m'a contacté, en fait, tu vois. Et Vanessa, on a eu un échange magnifique que je t'encourage aussi à aller voir il y a de cela 2 semaines. Et moi, je veux simplement te motiver de rester connecté et de pouvoir effectivement passer à l'action au travers de toutes ces émissions. Il s'appelle Brice Nguo et il nous vient effectivement du Cameroun, comme je l'ai dit. Il est arrivé en France dans les années 2001 lors de l'attentat qu'il y a eu aux États-Unis, parce que c'est un peu sa référence, comme il me l'a dit. Et il a fait des études dans le domaine de l'économie, il a un MBA en finance, il a une licence en économie et il va travailler au sein de plusieurs entreprises d'ailleurs en France où il va être responsable par exemple d'une société que je connais parce que j'ai aussi travaillé là-bas, General Motors, donc GM. Et ensuite, il va travailler dans un domaine, il va ouvrir en fait une entreprise à lui dans le domaine de la publicité avec les imprimeries et tout. Il aura l'occasion de nous raconter tout cela. Et c'est pendant la même période, en même temps pendant qu'il était employé au travers de General Motors, en même temps avec cette entreprise d'imprimerie qu'il avait à côté, qu'il va décider de lancer la société Cleaner. Et Cleaner, c'est une société qui va effectivement chercher des ménagères qui vont aller travailler chez des comment je pourrais dire ça, chez des potentiels clients qui ont besoin peut-être qu'on vienne nettoyer les maisons. Et moi, j'ai beaucoup aimé. Je suis allé sur leur site internet. C'est vraiment, en fait, comme tu peux l'imaginer, c'est vraiment, en fait, comme le Uber dans le domaine aussi de tout ce qui est femme de ménage, de maison et tout. C'est effectivement la même chose. Et l'idée l'est venue simplement parce que d'après ce qu'il m'a raconté, bien sûr, il avait un bien immobilier à lui. Et un jour, effectivement, il devait aller rendre visite à la dame qui devait effectivement quitter l'immobilier. Et il s'est rendu compte que la maison était juste dans un état terrible, en fait. Et il lui fallait trouver effectivement quelqu'un qui allait venir faire le ménage pour mettre effectivement la maison à jour, peut-être dans le but de peut-être trouver d'autres clients encore. Et c'est comme ça que l'idée l'est venue. Mais si j'ai pris tellement de temps comme ça pour trouver quelqu'un, pourquoi ne pas créer de la richesse dans cette opportunité, dans cette opportunité que je vois en fait, tu vois. Et on a discuté comme ça, il m'a raconté ça, j'avais juste les yeux, waouh. Et puis je me suis dit, waouh, on peut vraiment se servir des idées tellement banales, des idées tellement simples pour créer de la richesse. Et aujourd'hui, il a ouvert Cleaner qui est en train de s'agrandir de manière exponentielle. Ils sont aujourd'hui en Irlande, ils ont commencé en France, mais ils sont allés plus tard en Irlande et ils travaillent avec toute une équipe dynamique. Et franchement, je l'ai invité, on a eu l'occasion de pouvoir fixer un rendez-vous pour avoir cette discussion. Et je vais simplement, en fait, lui laisser la parole. Je ne vais plus trop parler, je vais l'introduire. Et si tu es prêt, ou alors si vous êtes prêts, les amis, on va simplement dire que c'est parti. Super. Salut Yves, salut Brice, pardon, comment tu vas? Bonjour Cyril, je vais très bien, merci, merci de m'avoir invité. Ouais. En tout cas, ça fait un plaisir. C'est un plaisir de t'avoir dans ce podcast. Et franchement, on a discuté. J'ai beaucoup aimé tout ce que tu as eu à échanger avec moi. Et je suis convaincu d'ailleurs que ceux qui sont connectés vont beaucoup tirer de bonnes choses de cet échange, de cette interview que j'aurai avec toi. Mais l'idée simplement, c'est que tu nous parles un peu de toi. C'est vrai que j'ai déjà dit 2 à 3 mots, mais que tu nous parles un peu de toi, de ton parcours. Et à côté de cela, peut-être ce que j'ai omis de dire, parce que j'ai quand même déjà un peu tracé ton parcours, et d'où effectivement est venu, je l'ai aussi déjà dit, mais que tu essayes peut-être de nous parler de Cleaner, ce que Cleaner est devenu aujourd'hui, où est-ce que Cleaner est en train d'aller. Et en fonction de la discussion, certainement, il y aura des points sur lesquels on va essayer de tirer ou de discuter pour pouvoir effectivement sortir de là avec quelque chose d'édifiant pour les entrepreneurs ou pour la communauté d'entrepreneurs qui suit cette radio. Donc, je te laisse la parole. Moi, je suis un modérateur et en fonction de tout ce que tu vas dire, on va certainement échanger beaucoup, quoi. Ouais. Écoute, merci beaucoup. Alors, ça fait beaucoup de questions, ça fait beaucoup de choses à dire, mais déjà, pour parler déjà de qui je suis, parler de moi d'abord avant toute chose, je suis Brice Nguo et je suis d'origine camerounaise. Je suis aujourd'hui de nationalité française. Je suis arrivé en France il y a à peu près 20 ans de cela, j'ai 39 ans, et
je suis venu, comme beaucoup de jeunes Africains, après mon bac, et avec l'idée d'aller conquérir, d'aller découvrir déjà l'Europe, et puis réaliser les rêves, etc. Donc j'arrive en France, où je fais une licence d'économie, je fais un master en marketing, et puis un MBA en finance. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi de noter que je ne viens pas d'une famille riche, je viens d'une famille voilà, de classe moyenne, où j'avais des parents enseignants. J'avais des parents enseignants, ma maman directrice d'école et mon père professeur de mathématiques. Donc rien qui ne me prédisposait, ne serait-ce que dans l'éducation, à devenir entrepreneur plus tard. J'ai des parents qui détestaient le risque, et qui détestent toujours le risque. Le moindre investissement leur fait peur, et pour une raison peut-être de, comment dirais-je, en opposition à mes parents, ou en extrême opposition en tout cas, je suis allé à l'extrémité de ça avec une forme d'amour du risque, en tout cas une envie d'explorer toutes les limites de mon corps. Et c'est particulier parce que c'est une chance quand on se construit, notamment entre les 20 et les 30 ans, quand on se construit, de pouvoir sentir effectivement quelles sont les aptitudes qu'on a en soi. Ouais. Se dire, OK, je sais, il y a ce qu'on a acquis, il y a ce qu'on a appris à l'école, ça c'est une chose, mais puis il y a ce que l'on sent comme facilité, la facilité d'apprentissage, la facilité l'envie de curiosité, parce que ça c'est une qualité qu'il faut pouvoir aussi développer, la curiosité simplement. Et avec tout ça, j'ai choisi de devenir entrepreneur. Et c'est comme ça que dès les années 2008-2009, j'ai décidé de lancer ma première entreprise en France, qui était, comme tu sais, dans la création de supports publicitaires pour des concessions automobiles. En fait, c'était ça mon activité initiale. Wow. C'était ça mon activité initiale, ouais. Ok. Et pendant l'activité, tu avais déjà fini avec les études, tu avais déjà commencé avec ta vie en tant que... Tu travaillais déjà dans une société ou à côté de cela, comme tu me l'as dit? J'ai fait tout en simultané. J'ai fait tout en simultané. Donc, je commence mon job en tant que responsable de la communication chez Chevrolet à l'époque, dans le groupe General Motors. Donc, je commence ça et en même temps, j'avais déjà cette énergie-là où j'avais besoin de lancer un projet qui était à moi. J'avais besoin de m'exprimer ailleurs, en fait, que dans le salariat. Donc, mais après, la raison à l'époque, ou bien la peur de prendre un risque trop important, voulait que je prenne quand même le temps de cumuler les deux, de m'assurer que le business marche suffisamment bien avant d'oser acheter mon job en tant que salarié. Donc, c'est ce que j'ai fait pendant plusieurs années. Pendant 6-7 ans, j'ai cumulé les deux. Donc, j'étais à la fois chef d'entreprise, mais bon, j'avais une entreprise à un seul salarié, donc ce qu'on appelle solopreneur. Okay. J'avais mon entreprise qui marchait très bien. On faisait plus de 100 000 euros de bénéfices par an. Donc, c'était quelque chose qui tournait très bien. Et ça a été pour moi le moment déclencheur parce que j'avais gagné la confiance de me dire je peux réussir quelque chose par moi-même. J'ai la capacité d'entreprendre, j'ai la capacité de mener un projet qui part de la création d'entreprise à la réalisation du premier bénéfice. Et rien que ça, c'était une sacrée victoire. Et à partir de là, bon, voilà, il ne manquait plus que de trouver un projet un peu plus mature, plus cadré pour se lancer dans quelque chose de plus grand comme Cleaner. Ok, et ce que je veux savoir, c'est que, parce que j'aimerais un peu revenir encore, tu as parlé tout à l'heure de tes parents qui n'avaient pas forcément ce même état d'esprit de tout ce qui est prendre le risque, il faut que je me mette un peu, de tout ce qui est prendre le risque, de tout ce qui est, je ne sais pas trop, s'engager dans peu importe le projet, mais d'où alors cela t'est venu? Parce que j'écoute souvent dans les discussions, je sais pas si tu as déjà lu le livre Père riche, Père pauvre. Je l'ai lu, c'est un immanquable celui-là. Il faut absolument le lire. Quand on voit de ces livres, le livre m'a un peu montré que effectivement, c'est vrai qu'on peut s'éduquer. Hein, on peut s'éduquer si on n'a pas eu la chance d'avoir des parents qui nous ont peut-être inculpé cela. Mais toi, dans ton cas, en fait, d'où est-ce que tu es venu ce courage? D'où est-ce que tu es venu même l'idée de te dire que, je vais dire pendant que tu étais employé à General Motors pour Chevrolet, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période-là? Est-ce que tu as rencontré quelqu'un qui t'a inspiré? Est-ce que c'est venu de toi-même? Est-ce que ce sont des livres? Parce qu'on ne se lève pas un matin comme ça si on n'a pas quand même eu cette éducation, en fait. C'est clair. En fait, il y a deux choses. Il y a deux choses dans ce que tu dis. Effectivement,
d'où tu viens te conditionne un tout petit peu. Donc, j'ai pas baigné dans une culture, mais pour autant, dans la vie, on a tous besoin d'un mentor. Effectivement. Et moi, le mentor, c'est celui, des fois, qui t'inspire ou bien qui t'ouvre des portes. Il se trouve que j'avais un oncle qui était... j'ai un oncle qui est hyper entrepreneur et qui, pour une raison qui m'échappe, sans que je n'ai besoin de discuter d'entrepreneuriat avec lui, il m'a beaucoup inspiré, en tout cas plus que ne le faisait mon père. Voilà, dans mon père, je trouvais la rigueur de travail, parce que c'était quelqu'un qui travaillait 7 jours sur 7, des heures, mais sans compter. Et ça j'ai appris ça chez mon père. Donc la rigueur de travail, le volume de travail, la discipline, exactement. Et puis, il y a cet oncle-là, j'aimais sa façon de vivre. J'aimais sa façon de bouger. J'aimais sa façon de challenger chaque journée qui ne ressemblait pas à la veille. C'était quelque chose d'inconscient à ce moment-là, parce que je ne matérialisais pas ça dans mon esprit en me disant je veux être entrepreneur. Je savais qu'il y avait quelque chose qui me plaisait en ça. Et puis quand je viens en France, je fais un stage d'abord déjà chez General Motors, j'ai commencé en tant que stagiaire là-bas. Je me souviens toujours, il y avait finalement mon mentor absolu qui s'appelait Hervé Verdonck, paix à son âme parce qu'il est décédé. Ah, d'accord. Et c'était quelqu'un, je le voyais toujours arriver dans des voitures, des jolies voitures, des Audi, des capotables, etc. Toujours décontracté, pantalon de jean, les Converse. Mais il gagnait de l'argent il était millionnaire, multimillionnaire. Et un jour, j'étais dans le bus, je rentrais, j'étais vraiment fatigué, énervé, épuisé de la journée. Je prends mon téléphone, je décide d'appeler, j'appelle Hervé, je dis écoute Hervé, c'est vrai qu'on se connaît tout juste, je ne sais pas ce que tu fais, mais je veux faire comme toi, je veux faire exactement comme toi. Il a éclaté de rire. Tu le lui as dit, hein? Il a dit comme ça. Il a éclaté de rire. Il dit mais de quoi tu me parles? Je lui ai dit écoute, je ne sais pas ce que tu fais, mais je veux faire comme toi. Donc en fait, et plus tard, il m'a pris par la main, m'a dit ok, pour te lancer dans les affaires, voilà les fondamentaux que tu dois savoir, voilà les premières choses que tu dois savoir. Donc c'est un peu comme ça que s'est construit la démarche jusqu'à l'entrepreneuriat. Mais le deuxième point qui est le plus important finalement, c'est que pour moi, quoi qu'on fasse, que ce soit le salariat ou bien l'entrepreneuriat, c'est une question de vision et d'éthique. Il faut que la vision soit alignée avec son éthique. Il y a beaucoup de gens là-dehors qui ont l'éthique de travail, qui ont la capacité de travailler des heures et des heures et des heures, mais qui n'ont pas de vision, qui n'ont pas forcément de rêve de changer le monde ou que sais-je. Mais ils ont la capacité de travailler comme des dingues. Ces gens-là, c'est des gens qui cherchent une vision. Okay, et c'est des gens qui, tant qu'ils ne trouvent pas cette vision-là, ils ne seront pas épanouis. Donc, on peut se retrouver dans un boulot où on gagne 10 000 euros par mois, par mois. On a la capacité de travail, mais il se trouve qu'on fait quelque chose qui ne nous passionne pas, qui ne nous excite pas. Donc, on manque cette vision-là, en fait, qui va garder le feu allumé le plus longtemps possible. Et ça, je ne voulais pas tomber dans ce truc-là, et c'est ce que j'étais avant de me lancer dans le filler. Je cherchais cette vision-là, j'avais la capacité de travail, j'avais la créativité, mais je manquais cette flamme, je manquais ce projet mûr qui pouvait me porter pendant des années. Et il y a cette phrase-là qu'on dit, il y a les deux moments les plus importants dans la vie d'un homme, c'est le jour où il naît et le jour où il sait pourquoi il est né. Et le jour où Cleaner arrive dans ma vie, je dis ok, j'ai compris pourquoi je suis né et maintenant j'ai ma vision et maintenant il est temps d'y aller et de donner tout à Cleaner. Waouh. Donc depuis ce jour, tu ne t'es pas dit que je vais essayer d'aller dans deux ou trois autres directions. Tu devrais juste rester là, quoi. Exactement. Après, rétrospectivement, on peut toujours réécrire l'histoire et puis la lire, en tout cas, par le prisme qui nous arrange, mais j'ai l'impression que tout ce que j'ai fait dans le passé m'a guidé, en fait, vers Cleaner. Donc, que ce soit mes origines camerounaises où j'ai baigné, entouré de filles, de femmes, de mères, qui étaient, quel que soit le métier qu'elles avaient au quotidien, à la fin de la journée, elles étaient aussi des aides ménagères. Elles rentraient chez elles, prendre soin de la maison, prendre soin de chez eux, sans considération, sans reconnaissance. Nous, on prenait ça comme acquis, en fait. Ça avait l'air d'être une chose normale. Mais quand aujourd'hui, avec la société qui a évolué, aujourd'hui, quand on devient nous-mêmes des pères, on devient nous-mêmes des maris, et on se rend compte que c'est pas évident d'avoir un travail et de gérer une famille derrière, on se rend compte
de l'importance que ça a d'être aide ménagère et que c'est un métier à part. C'est un métier à part qui mérite d'être valorisé. Et c'est quelque chose qui s'est gravé en moi sans que je ne m'en aperçoive. Mais c'est mon vécu qui est en moi et j'ai grandi avec ça. Donc plus tard, cherchant ma voie et ne sachant pas exactement où aller, j'apprends l'économie qui me permet de comprendre le marché. Je fais un master en marketing qui me permet de comprendre les clients. Et puis plus tard, je fais un MBA en finance qui me permet de gérer une entreprise. Donc pareil, je continue à construire l'histoire en fait. Elle se construit petit à petit. Donc tu le faisais de manière consciente avec cet objectif-là? Ce que tu as étudié là, c'était avec cet objectif? C'était surtout la licence spécialement, je ne savais pas où je voulais aller. Donc je me suis dit, ok, je vais commencer par quelque chose d'assez large qui me permette de me réorienter où je voudrais. Ouais. Donc la licence d'économie, c'était un peu le fourre-tout à l'époque où on dit, ok, tu sais pas ce que tu veux faire de ta vie, allez, va faire économie et gestion. Après, tu verras plus tard. Donc c'était un peu ça la démarche avec l'économie. Mais par contre, ensuite, le master en marketing et le MBA en finance, c'était clairement stratégique. C'était déjà dans la logique de me dire, ok, je veux commencer à m'orienter vers l'entrepreneuriat et c'est le chemin que je choisis. Wow, super. Et après le MBA en finance, alors, comment ça se passe pour... raconte-nous en fait l'histoire de Cleaner, comme tu m'as raconté. J'ai tellement ri avant cette émission. Et comment est-ce que en fait, tu arrives à cette magnifique idée par rapport à ce que tu avais traversé en fait? Ben alors, Cleaner, c'est... Quand je lance ma première entreprise vers 2008-2009, rapidement, elle est rentable, rapidement on gagne de l'argent et c'était plutôt une bonne chose, c'était rassurant. Et j'avais un problème, c'est que je culpabilisais de ne pas avoir de but dans la vie, de gagner de l'argent et la seule chose que j'avais à faire de cet argent, c'était de le dépenser. Donc ça, je culpabilisais déjà de ça et de ne pas savoir quoi faire finalement de ce que j'avais réussi à créer. Ouais. J'avais toutefois investi pas mal dans l'immobilier. J'avais investi dans de l'immobilier et j'avais notamment les appartements à Lille. Et je me retrouve dans les années 2014 à avoir une locataire qui voulait déménager. Donc je prends le train pour aller faire son état des lieux de sortie. Et je m'attendais à ce que ça se passe rapidement. Je prends un train rapidement, aller et retour. 2 heures plus tard, je suis à Paris. Or, j'arrive sur place. Je me rends compte que l'appartement, il est sens dessus-dessous. Et j'ai un train qui doit repartir 2 heures après. Donc je me dis, ok, il faut que je trouve absolument une femme de ménage tout de suite. Et là, je me tourne vers les sociétés qui avaient pignon sur rue, me disant, ok, elles doivent pouvoir me trouver une femme de ménage. Personne. Impossible de trouver une femme de ménage dans les 2 heures, pire, dans les 48 heures. Donc j'aurais même pu dormir sur place à Lille, le lendemain, je n'aurais pas eu une femme de ménage. La solution alternative que j'avais, c'était de trouver une femme de ménage sur des petites annonces comme Le Bon Coin et autres, mais avec aucune garantie, aucune possibilité de dire « Ok, tu vas confier la clé de chez toi avec une espèce de confiance en te disant « Cette personne-là, je peux lui confier le chez moi. » J'avais aucun critère pour savoir d'où elle vient, pour savoir si elle est assurée, pour savoir où elle va, pour savoir quelles sont ses valeurs, pour savoir si elle ne va pas me voler. Donc du coup, je n'ai pas pris le risque. Et je suis rentré dans le train qui me ramenait à Paris. J'avais l'obsession de me dire, ok, il faut que je m'intéresse au marché du ménage. Là, il y a un manque, là, il y a un besoin que je n'ai pas réussi à répondre. Et par définition, partout où il y a un besoin, il y a une opportunité d'affaires à faire. Et c'est comme ça que Cleaner est né. Wow, c'est magnifique ça. Et c'est quoi la suite alors? Dès que l'idée te vient, c'est quoi? C'est effectivement, tu prends le temps de pouvoir étudier le marché, ensuite de commencer par comment est-ce que tu... J'aimerais simplement comprendre comment est-ce que tu fais pour arriver à pouvoir trouver ces personnes-là, dans un premier temps, à qui tu vas pouvoir te dire que je peux investir en telle ou en telle personne pour faire confiance en la personne, d'aller effectivement chez quelqu'un. Comment tout le processus jusqu'à pouvoir gagner, jusqu'à pouvoir avoir ta première transaction, je veux dire. Oui. Alors, le drame de l'entrepreneuriat aujourd'hui, et en tout cas l'une des plus grosses difficultés, en tout cas l'un des plus gros enjeux, c'est de réduire le temps entre l'idée et la monétisation de l'idée. Ce que beaucoup de gens ne savent pas faire ou ne sont pas déterminés à faire. Il faut réduire le temps entre j'ai une idée et puis je la mets en œuvre pour gagner le premier euro. Ouais. C'est quitte à se tromper, il faut se tromper très vite et passer à autre chose. C'est ça la logique en fait. En tout cas, c'est ma logique. Ouais. Il faut prendre des décisions rapides. Des gens prennent des décisions de 1 million, 10 millions, 100 millions d'euros en 1 minute. Il n'y a aucune raison que toi, pour un risque de, je ne sais pas, 500 euros, tu prennes 2 ans pour le faire.
C'est pas logique. Donc, ma logique était de dire, OK, quand j'ai une idée, et ça, c'est ce qui me guide de toute façon, que ce soit à cette époque-là ou aujourd'hui, même dans la gestion de cleaner, c'est à chaque fois que tu as une idée, il faut l'exécuter, il faut la tester assez rapidement. Donc, ce qui se passe avec cleaner à ce moment-là, c'est que j'ai l'idée quand je suis dans le train, je rentre, je dors, et le lendemain, je commence à me renseigner, je fais une étude de marché rapide, j'essaie de comprendre juste comment tourne ce marché spécifique-là. Et la première chose dont je me rends compte, c'est qu'il y a deux souffrances majeures sur le marché. Ouais. Il y a la souffrance des clients et il y a la souffrance des aides ménagères. La souffrance des clients, c'est pas de fidélisation parce qu'ils n'arrivent pas à trouver une femme de ménage qui soit suffisamment fiable pour faire de la qualité sur la durée. Ils arrivent à trouver une femme de ménage qui peut faire une bonne prestation, allez, une fois, une semaine, un mois, mais impossible de trouver une femme de ménage qui fait des prestations sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. C'est tellement rare qu'on connaît tous des personnes qui, quand ils trouvent une bonne femme de ménage, ils en parlent à leurs potes comme s'ils avaient trouvé la femme de leur vie, quoi. Ah putain, j'ai une femme de ménage là, elle est tellement bien celle-là, etc. Il la garde, il cache même son numéro de peur qu'elle aille chez d'autres clients et qu'elle ne vienne plus chez eux. Or, c'est pas comme ça que les choses doivent être. Trouver une bonne femme de ménage, alors quand je dis femme de ménage, pardon, parce que c'est des femmes de ménage, mais c'est aussi des hommes de ménage qui font des prestations de qualité. Donc ça doit être normalisé. Donc à l'époque, je me rends compte qu'il y a une souffrance qui est celle des clients. Ouais. Dans le même temps, je me dis, mais pourquoi les clients n'arrivent pas à trouver des bonnes femmes de ménage? Et je regarde le marché, je n'arrive pas à comprendre. Je vois, il y a beaucoup de marchés au noir, etc. Et puis, quand je regarde de plus près, je me dis, mais comment vous voulez qu'une femme de ménage puisse faire des bonnes prestations sur le long terme quand, elles sont payées au lance-pierre, pour ne pas dire, elles sont hyper mal payées, donc soit au SMIC quand tout va bien, soit en dessous du SMIC parce qu'elles sont beaucoup trop de fois payées au black. Premièrement, elles sont très mal payées. Deuxièmement, elles sont déconsidérées, si ce n'est méprisées. Déjà par ceux qui les emploient, ensuite par ceux chez qui elles vont faire les prestations. On a des clients qui leur jettent les clés au sol, qui leur parlent n'importe comment. Dans certains pays, on a encore la bonne vieille expression, la bonne, soi-disant, entendez la bonne à tout faire, donc elles sont déconsidérées. Et enfin, elles ont des conditions de travail qui sont exécrables. Il faut imaginer qu'une femme de ménage, des fois, elle fait 2 heures de transport pour aller faire 30 minutes, 40 minutes, 1 heure comme ça. Ouais. De prestation, ce qui est juste incroyable. Personne ne fonctionne comme ça. Aucun métier, personne ne pourrait accepter ça. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, elles n'ont pas de salaire fixe, vu qu'un coup, il y a un client qui est là, un coup, il y a un client qui n'est pas là. Donc, elles savent comment elles commencent le mois, mais elles ne savent pas comment elles vont le terminer. Donc, on a ce public-là, c'est impossible de faire des prestations de qualité quand on est dans ces conditions-là. Et je me dis, et la première chose que j'ai apprise dans l'entrepreneuriat, c'est que partout où il y a une souffrance, il y a un marché. Et plus la souffrance est grande, plus l'opportunité est grande. Et c'est comme ça que je me suis dit, OK, là, c'est une opportunité juste immanquable et on va aller plein pied, à fond la caisse pour lancer Cleaner. Donc, créer cette plateforme-là qui va permettre d'améliorer les conditions des aides ménagères, de telle sorte qu'elles soient heureuses de faire leur métier, redonner la valeur à leur métier, et ainsi produire des prestations de qualité au niveau des clients, et comme ça fidéliser les clients. Et c'est comme ça qu'on a lancé Cleaner. Donc on est cette plateforme-là, qui va beaucoup plus loin qu'Uber, parce qu'au-delà d'être une application qui met en relation des clients et des ménagères, c'est beaucoup plus que ça. On développe des technologies, on est une boîte de technologie, on développe de l'intelligence artificielle. Oui, c'est très important. C'est un pilier de ce qu'on fait. On développe de l'intelligence artificielle pour prédire quelle sera l'aide ménagère qui fera la meilleure prestation possible quand on a une commande qui arrive dans nos systèmes. Donc, on doit être en mesure de dire, OK, pour cette prestation-là, la femme de ménage le plus susceptible de réussir la meilleure prestation, c'est celle-là, et c'est celle-là qu'on va envoyer. Waouh! Et c'est sur quels critères ça? 1 à 2 critères, par exemple. Alors, l'exemple que j'aime prendre, c'est aujourd'hui, on est dans une société où quasiment tout est digitalisé, beaucoup de choses sont digitalisées, et la règle que vous connaissez, c'est la règle des notations. 4 étoiles, 3 étoiles, 5 étoiles. Ah, ok.
Si on se dit qu'une femme de ménage, nous au départ, on a pensé pareil. On s'est dit finalement, on peut se contenter d'avoir une notation des femmes de ménage et dire une femme de ménage qui a 5 étoiles, elle est meilleure qu'une femme de ménage qui a 4 étoiles. Mais la subtilité, elle est beaucoup plus grande que ça. Et l'exemple que je prends va permettre d'éclairer. Ok. Si on a une prestation qui arrive le dimanche à 17h et on a 2 aides ménagères qui sont disponibles, toutes les deux ont 4,5 de moyenne. Donc, on peut penser que les 2 aides ménagères, elles sont finalement bonnes donc que l'une ou l'autre aille faire cette prestation. On peut penser qu'on aura une bonne prestation à l'arrivée. Mais nos algorithmes, quand ils étudient dans le détail, qu'est-ce qu'ils te disent? Ils disent, il y a une aide ménagère qui a 4,5 de moyenne, mais il se trouve qu'elle, quand elle fait des prestations du lundi au vendredi, elle a toujours 5 étoiles. Et quand elle fait des prestations les samedis et dimanches, elle a toujours 2 étoiles. Donc, elle n'aime pas travailler le week-end. Et quand on va plus loin, on se rend compte que c'est une femme, on se rend compte qu'elle a des enfants, et on se rend compte que l'aide ménagère qui va faire les bonnes prestations le dimanche, ce sera plutôt un homme célibataire jeune. Et c'est comme ça que l'algorithme, lui, va étudier ça en un instant. Et même si les deux ont la même note, il va dire, je préfère que ce soit cette personne qui parte parce que la probabilité qu'elle fasse une meilleure prestation est plus élevée. Waouh. C'est ça Donc, clairement l'intelligence artificielle alors en fait. Ouais. C'est exactement ça. Mais c'est magnifique parce qu'on ne peut pas s'imaginer qu'on peut appliquer ça dans ce domaine en fait. C'est juste magnifique. Mais ça, c'est toute la problématique de Cleaner et c'est toute notre approche. C'est qu'on est le seul acteur qui s'est basé sur la technologie. Je peux en parler, je peux donner des exemples totalement à l'aise parce que pour donner un ordre de grandeur, le système de Cleaner, c'est plus de 600 règles de gestion qui tournent quand il y a une commande qui arrive. Plus de 600 règles de gestion. Donc, l'exemple que j'ai donné, c'est 1 sur 600. Donc, je peux le donner gratuitement à la concurrence, il n'y a pas de souci. Il y a 599 à aller chercher et ceux-là, on va les garder pour nous. Donc, c'est juste énorme ce que représente la technologie. Mais c'était un pilier fondamental. Fondamental. Pourquoi ? Parce que nous, ça nous permet, en fait, de pouvoir grandir, de pouvoir gérer des milliers de prestations à la journée, à la seconde, sans baisser la qualité et sans devoir recruter 10 000 personnes pour pouvoir gérer tout ça. Donc, c'était une condition sine qua non pour maîtriser nos coûts. Et surtout, ce qui est très important, c'est que l'argent qu'on génère, les marges qu'on génère, on reverse la majorité de ces marges dans la rémunération des aides ménagères. C'était fondamental. Notre objectif, ne perdons pas ça de vue, c'est d'améliorer la vie des aides ménagères. Ouais. Et pour améliorer la vie des aides ménagères, le premier élément, c'est d'abord la rémunération, de dire, OK, on vous respecte, on sait que vous êtes important dans la société, et le Covid l'a rappelé à quel point ils étaient importants dans la société, et le premier signe de respect, c'est la rémunération. C'est la rémunération. Et c'est comme ça que nous, chez Cleaner, on rémunère les aides ménagères, notamment les auto-entrepreneurs, minimum 16,50 € de l'heure, ce qui est juste incroyable par rapport au marché. Waouh, waouh. Ça, c'est magnifique, ça. Et aujourd'hui, alors, pendant que tu continues certainement avec une équipe, où est-ce que vous êtes basé? Est-ce que l'équipe s'est agrandie avec le temps? C'est souvent sur ces éléments qu'on se base pour voir aussi un peu la croissance, je me dis. Exactement, exactement. Alors, j'ai commencé seul, aussi bien dans l'actionnariat qu'en tant que dans le salariat. Ouais. Aujourd'hui, on est plus de 18 investisseurs avec plus de 500 000 € qui ont été investis par tous. Et je suis fier de dire à quel point c'est beaucoup de personnes de la diaspora, pour ne pas dire plus de 90% des actionnaires sont des personnes de la diaspora. Ah bon? C'est pas une démarche. Oui, c'est pas une démarche communautaire, mais il faut le dire, c'est très compliqué d'embarquer des gens qui n'ont pas la culture de l'investissement dans des projets d'investissement. Ouais. C'est très difficile d'embarquer des personnes quand tout ce qu'on leur raconte, c'est encore virtuel. C'est juste sur un PowerPoint. De dire à quelqu'un, crois en moi, je vais t'amener là, mets 1 000 €, mets 10 000 €, mets 50 000 €, et d'avoir ces personnes qui ont cru en moi, qui ont cru en Cleaner, qui ont cru aux aides ménagères, qui ont adhéré à la vision, qui ont cru qu'on pouvait améliorer la vie des aides ménagères, ça déjà c'est un véritable exploit d'être aujourd'hui une vingtaine de personnes dans l'actionnariat. Donc ça c'est un premier point. Wow. En termes de salariat, aujourd'hui nous sommes une dizaine de personnes qui travaillent, qui sont salariés chez Cleaner. La boîte elle est basée, le siège social il est basé à Dublin en Irlande.
où on a effectivement des business développeurs qui développent le marché dans les commerciaux. On a un responsable réseau pour développer, trouver les aides ménagères. On a du community management au niveau de la qualité, etc., etc. On a différents postes en interne. On a des développeurs qui sont basés en Roumanie. En partenariat, on a une dizaine de développeurs qui sont basés en Roumanie. Donc au quotidien, et puis on a des équipes en France aussi. Donc au quotidien, c'est quasiment une trentaine de personnes qui travaillent sur Cleaner tous les jours. Mais pourquoi l'Irlande, en fait? Pourquoi Dublin? Quel est le point le plus important qui vous a poussé, en fait, qui a poussé à pouvoir avoir le siège là-bas, en fait? C'est quoi les Alors, démarches? la démarche, elle est double. D'abord, d'un point de vue business pur, on s'est dit on est à la veille, parce que le client aujourd'hui arrive. On s'est lancé en fin 2016, donc ça fait 3 ans. Alors, cette année Covid, je la mets un peu entre parenthèses. Mais voilà, Ouais. donc ça fait 3-4 ans qu'on s'est lancé et on était dans une phase d'optimisation. Là, OK. on est à la veille de lancer notre produit mature. Notre produit mature, c'est le produit avec lequel on va aller chercher la croissance et avec l'ambition de devenir leader du ménage, non seulement en France, mais aussi au monde dans quelques années. Euh, donc, à la veille de ce moment-là, et comme on a une vocation internationale, l'idée pour nous, c'était de se retrouver dans un lieu qui va être favorable d'un point de vue fiscal et d'un point de vue social pour gérer notre croissance qu'on espère à très très grande vitesse. Donc, par OK. exemple, je prends un exemple déjà de base. Aujourd'hui, si on a pu recruter, on a doublé les équipes là où la plupart du monde, des entreprises à travers le monde, se séparent des salariés parce qu'il y a le Covid, parce qu'il y a l'incertitude qui est devant. Ben nous, on a doublé les équipes, on n'arrive pas à recruter. Si on arrive à le faire, c'est d'abord parce qu'on a une vision, parce qu'on a un projet, mais c'est aussi parce qu'en Irlande, les charges sociales sont 2 ou 3 fois moins élevées que ce qu'on pourrait avoir en France, par exemple. Donc, on avait besoin de ça, d'être en capacité de recruter rapidement et puis de pouvoir avoir des avantages fiscaux qui nous permettent de gérer des problématiques de différents pays sans avoir des disparités trop importantes. OK. Donc on ne voudrait pas avoir une fiscalité trop dure en France, par exemple, favorable en Allemagne, OK en Suisse, hyper favorable aux Pays-Bas, etc. Voilà, donc on ne voulait pas avoir un impact qui soit hyper décalé d'un pays à un autre. Et le pays qui avait la bonne moyenne d'un point de vue fiscal, que ce soit sur l'impôt sur les sociétés, sur la logique de TVA, et sur tout ce qui peut impacter la fiscalité de la boîte, le meilleur endroit où être, c'était l'Irlande. Ouais. Exactement. Et je dois dire, pour la petite histoire, que, à titre personnel, quand on veut se créer un patrimoine, l'un des éléments fondamentaux, c'est aussi les impôts qu'on paye. Et après avoir payé des impôts pendant 20 ans en France sans jamais avoir touché la moindre aide sociale, j'estimais je pouvais partir l'esprit libre, quitter la France d'esprit libre sans que je ne sois pointé du doigt en disant ok, il a profité de la France, il part maintenant faire la richesse en Irlande. Le discours qu'on peut entendre ci et là dès que quelqu'un dit qu'il s'installe en Irlande. C'est pas du tout ça la démarche. Voilà, j'ai donné ce que j'avais à donner. La France m'a beaucoup apporté et j'ai contribué largement aussi. Et aujourd'hui, il faut surtout privilégier la croissance de Cleaner. Le cleaner. Waouh, c'est magnifique. Donc, effectivement, vous êtes basé là-bas. Et tu as dit tout à l'heure qu'il y a quand même, je crois, des personnes, donc tu travailles avec des personnes en France aussi, qui s'occupent Oui, certainement d'autres choses. Des partenaires, ce genre de oui, choses. c'est ça. Alors en France, on n'a pas de salarié et il faut dire qu'on a la Cleaners Academy qui est une filiale de Cleaner qui est basée en Irlande. Donc, Cleaners Academy, c'est notre filiale qui est dédiée à la formation des aides ménagères. Mhm. C'est une entreprise qui, pour le coup, qui existe en France, qui est une entreprise française qui appartient à 100% à Cleaner en Irlande et qui a une présidente, qui a des salariés donc qui sont français et qui chaque semaine forment des aides ménagères. Donc ça implique aussi la mise en œuvre de différents partenariats, que ce soit avec des espaces qu'on loue, ou que ce soit avec des personnes qui gèrent notre communication locale. Ouais. Donc c'est des personnes qui vont animer les réseaux sociaux au niveau des vidéos à faire pour les aides ménagères et tout. Donc, voilà, donc c'est beaucoup de choses qu'on doit mettre en place et c'est des dizaines de personnes qui s'occupent de Cleaner aussi en France. Wow, super. Et comment aujourd'hui, par exemple,
avec quoi est-ce que vous avez essayé de vous démarquer dans l'amélioration des conditions à côté de la rémunération, bien sûr, tu as parlé de la rémunération, mais comment aujourd'hui, par exemple, quelqu'un qui postule chez vous, comment est-ce que, qu'est-ce qui le pousse à se lever chaque matin pour aller travailler ou à accepter de nouvelles demandes? Où est-ce que vous avez l'assurance, en fait, qu'ils sont bien traités chez les clients? Parce que ça, c'est un domaine que peut-être vous ne pouvez pas contrôler, non? Je me dis, hein. Alors, si, justement, alors, évidemment, on ne peut pas tout contrôler, mais en tout cas, on a l'obligation de tout faire pour pouvoir cadrer quand même cet espace-là. OK. La première chose, c'est effectivement la rémunération nette, intrinsèque. La deuxième chose qu'on met en place aussi, c'est des bonus qualité. C'est-à-dire, on reverse en forme de pourboire automatique. On encourage les aides ménagères qui ont réussi à maintenir un niveau de qualité pendant 30 jours d'affilée. On leur dit, OK, 0,5% du chiffre d'affaires, par exemple, que vous avez généré ce mois, on va vous le reverser en pourboire. C'est énorme. Donc, c'est de dire aux aides ménagères, c'est une chose que d'être bien payé, mais il faut pouvoir garder un niveau de qualité. Et ça, c'est très important. Ça, c'est un deuxième point. Okay. Et puis, la Cleaners Academy, qui est un autre élément, au-delà de former les aides ménagères, c'est qu'on leur donne aussi un repère de dire, OK, vous avez désormais un lieu qui vous appartient. Vous êtes un peu comme pour les chefs cuisiniers qui ont des chefs cuisiniers étoilés, qui disent, OK, vous, si vous voulez devenir un grand chef cuisinier, passez par mon école de formation, parce que derrière, si vous êtes estampillé, vous apprenez vraiment les fondamentaux. C'est pas parce qu'on sait faire à manger qu'on est un bon cuisinier. Ouais. C'est pas parce qu'on peut faire du ménage soi-même qu'on est une bonne aide ménagère. Il y a beaucoup de choses qui s'apprennent. Et au-delà des techniques même de ménage, c'est aussi de l'attitude, c'est aussi des notions sur la sécurité, c'est des notions sur comment parler à un client, c'est des notions sur comment fidéliser les clients. Donc c'est tout ça qu'on va apprendre sur la Cleaners Academy. Mais surtout, c'est aussi le lieu où on redonne la confiance aux aides ménagères. Il faut se dire qu'aujourd'hui, beaucoup d'aides ménagères sont arrivées dans ce métier par défaut. Ça, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Par défaut, par dépit, parce qu'elles n'ont pas trouvé mieux à faire. Nous, on veut redonner des valeurs au métier. On dit, OK, non. Aide ménagère, ce n'est pas tout le monde. C'est des personnes qui sont formées, c'est l'élite du ménage que nous on forme. Okay. Et ça, c'est des gens qui peuvent être fiers d'avoir été formés à la Cleaners Academy, de toucher minimum 16 € de l'heure. Il y a des cadres en France qui ne touchent pas 16 € de l'heure. Ça, il faut en avoir conscience quand même. Hein. Il y a des cadres qui ne touchent pas ça. Donc ça, c'était le deuxième point en termes de considération. Le fait de passer par Cleaner aussi, c'est de dire que les clients, ils ne parlent plus directement aux aides ménagères, ils parlent à Cleaner. Cleaner qui est une marque qui a pignon sur rue et qui, du coup, est une marque qui a autorité aussi et qui protège les aides ménagères. Donc ça, c'est aussi important par rapport aux conditions de travail, de telle sorte que les clients n'aient plus à parler n'importe comment aux aides ménagères quand ça peut arriver. Mais surtout, directement pour les aides ménagères, on a quelques leviers, je vais en citer un ou deux. L'une des problématiques que j'évoquais, c'était le fait qu'elles se déplacent, elles font beaucoup de kilomètres pour faire des prestations à gauche à droite. Donc, l'application, ce qu'elle nous permet, c'est de dire, nous, ce qu'on souhaite, c'est que les aides ménagères acceptent des prestations dans un rayon de 3 km autour de chez elles, pas plus. Okay. De telle sorte qu'il y ait des grèves, qu'elles aient des contraintes avec leurs enfants, qu'elles soient fatiguées, ou que sais-je, que juste dans son rayon le plus proche, qu'elles aient assez de prestations pour pouvoir subvenir à ses besoins. Donc, elle n'est plus, alors qu'elle habite dans le sud de la ville, à aller dans le nord de la ville pour faire une prestation, dépenser en frais de transport, et que sais-je, tout ça pour être mal payé à l'arrivée. Donc voilà, donc rien qu'en termes de déplacement, on réduit les déplacements, et évidemment, ça a son impact sur la planète, donc on réduit les déplacements, et c'est pas neutre, et même la notion aussi de remplir les agendas, le planning des aides ménagères, ça c'est fondamental. Parce que malheureusement, dans ce métier, il y a beaucoup de trous dans le planning. Et on se retrouve à avoir des aides ménagères qui ont une prestation. Elles ont une prestation à faire à 9 h du matin, qui dure 2 heures. Elles ont un trou de 3 heures entre les deux. Elles rentrent chez elles, savent pas quoi faire. Il faut qu'elles repartent encore au même endroit. Donc, c'est très compliqué. Donc, nos outils aussi leur permettent de cadencer les prestations de telle sorte qu'elles s'enchaînent. Je finis ici, j'enchaîne là-bas, et puis je rentre chez moi, la journée elle est terminée. Wow. Super. Et j'ai oublié de demander, est-ce que chaque employé c'est quoi en fait le type de contrat? Ils ont un salaire fixe ou bien c'est sous demande en fait?
Comment ça se passe en fait? Est-ce que Alors, c'est... Oui. c'est les partenaires. C'est les partenaires, donc c'est pas les salaires, c'est pas les salariés. Donc nous, dans le réseau de cleaners, on travaille soit avec des auto-entrepreneurs, donc qui sont des aides ménagères, Ok. soit avec des PME qui ont des salariés qui sont des aides ménagères. Donc on travaille soit avec des PME, soit avec des auto-entrepreneurs. Et donc on signe un contrat de partenariat et après ils sont libres, ça c'est très très important, parce qu'ils ne sont pas engagés. Donc quand on leur envoie des propositions, nous on leur dit ok, vous téléchargez l'application, vous mettez vos dossiers dans l'application, et une fois qu'on vous accepte, vous allez recevoir des offres. Vous êtes libre de dire oui ou non à chaque offre de prestation qui vous est présentée. Donc vous voyez le prix que vous allez gagner, et après vous dites oui, c'est proche de chez moi, je vais gagner 50 € pour cette prestation, j'y vais ou je ne vais pas. Aussi simple que ça. C'est ça, ouais. Donc après, notre engagement à nous, c'est de leur proposer assez de prestations pour qu'elles aient la garantie, ou en tout cas la promesse forte, de remplir au moins ce 80% de la planning. Ça, c'est notre engagement à nous. Wow, super. Ok, en tout cas, c'est magnifique ça. Et c'est quoi en fait alors là? On a causé, tu m'as parlé de vraiment. Vous avez une très grande vision par rapport à ce qui est croissance. Mais j'aimerais savoir jusqu'où va la croissance. Tu sais que ça, c'est un podcast que beaucoup suivent en Afrique. J'aimerais savoir un peu quelle est ta vision, hein, quelle est votre vision par rapport au continent africain. Je ne sais pas si tu as déjà pensé au fait qu'il peut y avoir des opportunités dans le même domaine. Ou bien peut-être, pourquoi pas le développer à partir de ce que vous faites dans un autre domaine en Afrique. Je ne sais pas. Mais j'aimerais simplement savoir s'il y a des pronostics par rapport à l'Afrique, en fait. Alors, non, effectivement, c'est intéressant parce que, comme je m'ai dit, notre projet, notre entreprise, elle est européenne. Ouais, Je suis désormais européen, mais l'essence même du projet est très, très, très africain. Comme je l'ai expliqué, ça a d'abord trait à mes origines, ouais, mais aujourd'hui, l'ambition de Cleaner, elle est mondiale. Parce que le problème des aides ménagères que j'ai décrit un peu plus tôt, bah, il est le même où qu'on regarde à travers le monde. Les aides ménagères souffrent exactement du même problème aux États-Unis, en Suisse, en ouais. Allemagne, en Colombie, en Éthiopie, au Cameroun, en Asie, c'est exactement le même problème. Donc il n'y a pas de raison, il n'y a rien qui ne devrait nous contraindre à nous limiter à la France, alors même qu'on a une solution qui peut se dupliquer et s'appliquer assez rapidement un peu partout à travers le monde. Donc, notre ambition dès 2022-2023, c'est d'installer Solution Cleaner dans des principales capitales africaines, sans qu'au préalable, on aura déjà développé dans des principales capitales européennes aussi. Donc on pense notamment à Dakar, à Abidjan, en Afrique du Sud aussi, et évidemment dans les pays du Maghreb. Donc il y a beaucoup de choses à faire, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'engagement, mais il est sûr et certain qu'on arrivera en Afrique très, 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 très prochainement. OK, super. Tu m'as parlé tout à l'heure qu'avant qu'on ait cet entretien, tu as beaucoup insisté sur le concept de pouvoir mettre une partie de ce que vous gagnez dans le but de le réinvestir en Afrique. Je n'avais pas très bien compris cela. Tu pouvais un peu encore revenir sur ça. C'est ça. Euh, Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un modèle notre business model, il est structuré de telle sorte que on a des marges assez, non pas importantes, mais en tout cas, on peut dégager suffisamment de marge Ouais. pour pouvoir mettre une cagnotte de côté qu'on va dédier à certains projets. Donc, dans les heures de ménage que nous on vend, on a un pourcentage de ce qu'on gagne qu'on dédie à cette cagnotte-là qu'on appelle un fonds d'accompagnement. Ce fonds d'accompagnement, bah, il sera dédié à deux choses. La première des choses, c'est de former une élite d'ingénieurs en Afrique. Pas qu'au Cameroun, en Afrique. Le but, c'est quoi? C'est d'identifier les meilleurs ingénieurs qui sont en sortie de bac ou en première année d'université, d'en sélectionner chaque année un nombre toujours un peu plus grand, 10, 15, 20, 100, 1000, et puis de Wow. dire, OK, à vous tous, on va prendre en charge votre formation de A à Z. Ne vous souciez plus jamais de savoir si vous allez payer un stylo ou les frais de scolarité ou que sais-je.
Donc en Afrique, et c'est 100% africain, donc on va prendre en charge les frais de scolarité Ouais. d'un certain nombre d'ingénieurs parmi les plus brillants, et on va les accompagner, que ce soit dans les frais de scolarité, que ce soit dans les stages. On va les envoyer faire des séminaires où il se doit au cœur des lieux où se font les développeurs, c'est-à-dire la Silicon Valley, que ce soit en Roumanie. Bref, tous ces gens-là, on va les accompagner de A à Z, avec en contrepartie le fait, et qui est une contrepartie plutôt positive aussi pour eux, de dire à la fin de vos études, bah, vous donnez 5 ans de votre vie, 3 à 5 ans de votre vie à Cleaner. À Cleaner. Donc, le contrat, on vous accompagne et quand vous finissez, quand vous êtes prêt, bah, au moins pendant 3 ans de votre carrière, dans les 3 premières années de votre carrière, contractuellement, c'est dédié à Cleaner. Et c'est comme ça que nous, on veut créer cette élite africaine de développeurs. Il n'y a pas de raison qu'en 2021, à l'heure où l'Afrique, d'ici à 20 à 30 ans, va doubler de population, que nous soyons encore dans une démarche où tous les développeurs, en tout cas les meilleurs développeurs de cette planète, soient estampillés Europe ou États-Unis. Nous, on veut créer cette élite africaine de développeurs où demain, la Silicon Valley, bah, ça sera peut-être la Dakar Valley ou que sais-je. C'est ça l'ambition qu'on a. Super, super, magnifique. En tout cas, pour nous, pour vous qui nous suivez, vous avez suivi tout ce que j'ai échangé avec Brice et je trouve cela magnifique. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pourrez le retrouver. Peut-être tu vas nous dire où on te retrouve. Je pense qu'on a déjà partagé. Tu m'as parlé de ton site internet que je vais rapidement partager aussi ici. Donc, il m'a beaucoup parlé, effectivement de son site internet qu'on a visité. Donc là, je suis sur son site internet pour ceux qui veulent aller jeter un coup d'œil d'ailleurs. Et vous pourrez simplement voir un peu comment est-ce qu'il fonctionne et comment est-ce qu'il le travail avec que ce soit homme ou femme de ménage se passe. Donc, je vous encourage simplement à aller jeter un coup d'œil. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Brice, par rapport aux réseaux sociaux aussi, parce que je pense que Oui. vous êtes certainement présent aussi sur les réseaux sociaux et les projets peut-être aussi à venir. Tu m'as parlé d'une chaîne YouTube autour de l'entrepreneuriat Exactement. très bientôt. Et ce serait bien que tu en parles aussi, en fait. Ouais. Alors ça, effectivement, là, tout le monde pourra aller sur notre site internet qui est cleaner.com, tout simplement. Cleaner, c'est K-I-N-E-R. Ensuite, j'encourage tout le monde à aller sur notre page Facebook, LinkedIn, à nous suivre sur Facebook, LinkedIn, YouTube. Donc à chaque fois, Instagram, à chaque fois, vous tapez simplement Cleaner et vous allez pouvoir trouver notre page. Ce qui est très, très important, c'est que le lancement de la version mature de Cleaner, c'est le 15 février. Le 15 février, les nouvelles applications Cleaner, l'accélération de croissance de Cleaner va se faire à partir du 15 février. OK. D'ici, voilà, donc on a besoin de tout le monde. On a un projet, on a une ambition qui est celle que je viens d'évoquer. Et elle est suffisamment grande pour que tout le monde comprenne qu'on ne peut pas le faire seul. Donc on a besoin de tout le monde, on a besoin d'être suivi par le plus grand nombre de personnes, on a besoin que vous partagez le message de Cleaner autour de vous, de telle sorte que dès le 15, on décolle, on accélère, on amplifie notre décollage tel qu'on le souhaite. Ce qui est aussi important par rapport à la chaîne YouTube, c'est de comprendre ce qu'on veut faire avec ça. La chaîne YouTube, c'est l'endroit où on va donner une forme d'immersion dans le quotidien de Cleaner, de voir comment travaillent les équipes, de voir qui sont nos aides ménagères, de voir comment la technologie, ce qu'on développe, change la vie des gens. Ça, c'est très important pour nous. La deuxième chose qui est très, très importante, c'est que l'ambition qu'on a de se développer à travers le monde, on ne pourra pas le faire en recrutant des salariés partout. Donc, on a besoin de trouver des entrepreneurs. On a besoin de trouver des entrepreneurs dans tous les pays où on va aller, qui seront prêts à devenir le cleaner local. Donc, on aura besoin de trouver le cleaner de Dakar, le cleaner Genève, le cleaner Lisbonne. Okay. Donc, à chaque fois, on a besoin de trouver des entrepreneurs qui ont la niaque, qui ont l'énergie, qui ont le recul, qui ont l'envie de devenir des partenaires dans le sens des licenciés cleaners, une forme de franchise cleaner, et avec eux, développer le réseau cleaner de telle sorte qu'on se retrouve présent partout sur la planète. C'est pourquoi sur YouTube,
Moi-même, j'aurai une rubrique qui s'appellera Au quotidien avec le boss. L'idée étant de partager en fait mon parcours d'entrepreneur, de donner plus des astuces que moi j'ai pu apprendre, des mille et une leçons que j'ai pu tirer de mon parcours d'entrepreneur, Ouais. de telle sorte que ces gens-là qui sont aujourd'hui en Afrique, qui nous écoutent, qui sont quelque part en Asie, qui nous écouteront peut-être demain, que toutes ces personnes-là puissent se dire, OK, en fait, voilà le chemin pour devenir entrepreneur moi-même, voilà tout ce qui est possible. Cette personne qui nous parle, il y a 15 ans de cela, il y a 20 ans de cela, il y a 25 ans de cela, marchait dans les mêmes rues que moi, était assise sur les mêmes bancs que moi, et voilà ce qu'elle a réussi à accomplir comme chemin. La personne est toujours en chemin, ça c'est sûr, mais pour autant, voilà tout ce qui est possible, et voilà les pièges que moi je peux éviter, de telle sorte que le moment venu, le moment où on devra se rencontrer pour parler de cleaner et éventuellement des opportunités de grandir ensemble, Ouais. voilà, que tout le monde soit prêt à saisir l'opportunité. Parce qu'il y a tant et tant d'opportunités là dehors. Le plus dur, c'est d'être prêt le jour où elle se présente devant soi. D'accord, super. En tout cas, merci beaucoup pour tout cet échange. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. J'ai beaucoup appris et j'espère que pour vous qui êtes connectés aussi, vous avez pu apprendre de tout cela. Avant qu'on ne termine, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire, un petit conseil à donner. Moi, j'ai beaucoup appris en fait de l'histoire des cleaners, l'histoire avec cette dame qui devait déménager. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter par rapport à cela. Parce que moi, je vois effectivement que on peut trouver... Je vois, parce que quand je cause souvent avec les amis, je vois souvent beaucoup qui se plaignent de tellement d'obstacles dans leur vie, ils attendent le moment parfait, ils rencontrent tellement de difficultés. Mais moi, je trouve que toi, tu as utilisé une certaine difficulté pour créer une richesse. Tu ne savais, toi-même, tu n'étais peut-être pas conscient. Je ne sais pas trop que cela pouvait t'amener à là où ça t'a amené aujourd'hui. Mais qu'est-ce que toi, tu as tiré de là comme leçon, peut-être une autre leçon, ou qu'est-ce que toi, tu pourrais en fait te dire à tous ceux qui nous suivent en fait par rapport à tout ça? S'il y a une chose essentielle que j'ai apprise, c'est simplement de faire. Il y a le nombre de personnes sur la planète qui ont des idées. À l'instant où on se parle, il y a plus de 1 milliard d'idées qui sont nées là-dehors. Mais il n'y aura pas 1 milliard de projets qui vont voir le jour. À peine 1%, voire 0,1%. Donc il y a beaucoup trop de chemins qui séparent l'idée de la réalisation parce que les gens se posent trop de questions. Le propre même de l'entrepreneur, c'est de sauter de la falaise et de se demander après comment il fait pour voler. Donc il y a un moment où il faut oser, il faut y aller en fait. Là aujourd'hui on est en plein Covid, c'est hyper dur, l'avenir il est incertain. Mais on a deux approches dans ces cas-là. Soit on aborde les problèmes toujours par le risque, ce qu'on a à perdre et on ne fait jamais rien, soit on aborde par le gain, ce qu'on a à gagner, et à ce moment-là, on se concentre plutôt sur le positif. Et quand on se concentre sur le positif, ce que ça nous apprend, c'est quand on dépasse nos limites qu'on augmente le volume des problèmes. Donc, si on n'a pas des problèmes assez grands, c'est qu'on ne dépasse pas ses limites. Et si on ne dépasse pas ses limites, c'est qu'on ne peut rien faire de grand. Donc, il faut accepter les problèmes qui viennent avec ce qu'on essaie de faire. Il faut embrasser ces problèmes-là. Il y a des jours, je commence le mois, je ne sais pas comment je vais le finir. Là, j'ai ma famille qui m'attend à la maison, je ne sais pas forcément quand ils vont manger à la fin du mois. Et ça, je ne me couche pas en me disant « Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Comment je vais y arriver ?» Je me dis « Waouh, les problèmes que j'ai aujourd'hui sont beaucoup plus importants en termes dans leur valeur absolue que ceux que j'avais il y a 10 ans. Et je suis fier de ça. Je préfère avoir des problèmes de 50 000 euros, de 100 000 euros, que des problèmes de 100 francs. Si j'ai des problèmes de 100 francs, de 100 euros, c'est que je suis au même état que j'étais il y a encore 10 ans. Donc, il faut embrasser les problèmes. Et ça, c'est quelque chose qui est très compliqué à véhiculer dans le monde aujourd'hui où on est gouverné par la peur. On cherche la sécurité, en fait. Sécurité. Évidemment, il ne faut pas faire n'importe quoi. Évidemment, il faut avoir le recul. C'est très important de pouvoir dire, OK, je me suis trompé. Mais quitte à se tromper une fois de plus, il faut se tromper très vite. Il faut faire très vite ces erreurs. On fait les erreurs et puis on en va. Mais une fois de plus, moi, personnellement, quand j'ai peur de quelque chose, c'est la preuve même que je suis en train de toucher une limite et c'est la preuve même que que je dois me dépasser. Donc, la peur, c'est mon plus grand moteur. Donc, plus j'ai peur, plus j'y vais. Super, super. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Comme on l'a dit tantôt, comme vous l'avez suivi, les amis, plus il y a la souffrance et plus il y a l'opportunité.
ce que je retiens effectivement de cet échange que j'ai eu avec Brice. Et n'hésitez pas, si tu as une idée, comme il a dit, prends le temps effectivement de voir comment tu peux exécuter l'idée rapidement. Parce que comme il a aussi bien mentionné, il y a tellement de personnes qui ont des idées, mais très peu finissent toujours effectivement par mettre cette idée à l'action, à la réaliser. Alors, je t'encourage dans ton projet simplement à passer à l'action, à réaliser tes projets, à réaliser tes idées. Merci d'avoir suivi cette émission et on se dit à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo de la semaine. Ciao les amis. Ciao, ciao.